RTI 1, la chaîne qui rassemble. Maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Monsieur, merci de nous suivre. Bon réveil. Si c'est le cas, vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Mercredi, vous le savez, nous avons l'invité de la matinale. Aujourd'hui, il s'agit de Madame Memel, épouse Cassie Sylvie. Elle est directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Et c'est dans le cadre de la rubrique invité de la matinale, ça on l'a dit. Alors, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, une histoire authentique. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. On a vraiment envie de vous demander si la civilisation et l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est complémentaire, c'est la même chose? Je vous remercie. Merci vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. La civilisation et l'histoire sont interdépendants. L'histoire est dans la civilisation. La civilisation, c'est tout ce qui parle de notre distinctif, donc qui nous renvoie à l'identité, à l'histoire, à nos coutumes, us et coutumes, tout ce qui fait que nous sommes une communauté distinctive qui n'est pas forcément la communauté du Sénégal, du Mali et tout ça. Et la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs civilisations parce que c'est plusieurs ethnies. La Côte d'Ivoire est distinctive de sa diversité culturelle, représentée par au moins 60 ethnies qui sont reconnaissables à leur langue, au culte, au rite. Et c'est tout cela, toute cette composition qui nous donne justement de parler de civilisation de Côte d'Ivoire. Alors, quand on entend musée, on se dit qu'il y a des objets physiques. Quand vous parlez d'ethnie, d'us et de coutumes, est-ce qu'on arrive à matérialiser tout ça? Bien sûr, nous avons des éléments caractéristiques des peuples qui parlent justement de cette histoire. Le musée, c'est quoi? Le musée, c'est cet endroit public à vocation culturelle où nous venons pour découvrir les témoins matériels de l'homme. C'est cet endroit où on fait de la recherche, on fait de la conservation de tous ces éléments matériels dans le but de les diffuser, de les exposer. Et donc qui permet à l'individu, à l'usager qui vient au musée de passer du bon temps, d'être éduqué aussi et aussi d'apprendre.
Donc, quand on parle d'histoire, c'est matérialisé par les éléments distinctifs qu'on peut toucher. Donc, il y a l'histoire, le patrimoine culturel, matériel et immatériel. La tradition, elle est vue à travers les danses, mais aussi par des éléments qui montrent que nous sommes dans un environnement soit de fête populaire, dans un environnement sacré avec des masques et tout ça. Même les éléments usuels que nous avons, les objets que nous utilisons tous les jours, entrent dans le vécu quotidien. C'est tout ça qui fait le patrimoine. D'accord. Alors, j'allais vous poser la question de savoir si c'est abusif de circonscrire le musée à des masques. C'est la caricature en tout cas que l'on a. On imagine toujours des statuettes en bois qui datent peut-être du paléolithique, du néolithique, mais ce qui est sûr, on l'assimile en tout cas à une représentation en bois. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas totalement vrai parce que le musée ne se résume pas seulement à l'objet masque, il y a la statuaire. Le musée, c'est aussi le tissage. Le musée, c'est tout ce qui est aussi danse, chant, c'est tout ce qui est aussi pour apaiser l'or. Donc, il y a les éléments caractéristiques de l'économie, par exemple, qu'on découvre au musée. Donc, il y a plusieurs catégories d'objets et ce n'est pas seulement le masque qu'on trouve au musée. Mais c'est en bois? C'est en métal, c'est en bois? Non, la Côte d'Ivoire est quand même dans une zone tropicale où la plupart de nos objets, à 80% de nos objets, sont en matériaux organiques, c'est-à-dire le bois. C'est ce que nous avons. Dans certaines sociétés où c'est le fer qui est utilisé, vous allez découvrir beaucoup d'objets dans le fer, puisque c'est l'artisanat qui donne sa quintessence à l'objet matériel, donc à l'histoire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le bois qui est dominant. Alors, quand on parle de musée des civilisations, on remonte à quelle époque? Là, pour parler de l'historique du musée des civilisations, d'abord, c'est en 1942 que le musée a été créé. Non, je parle des objets même qui y sont. Ça remonte à Ah oui, l'époque, l'âge des objets. Oui. Alors, au niveau des collections du musée, nous avons depuis le néolithique, c'est-à-dire moins 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au XXe siècle. Moins 3000 ans avant Moins 3000 ans avant Jésus-Christ. C'était pas abusif quand je parlais du paléolithique et du néolithique? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a eu des transformations. Vous avez certainement entendu parler de la hache polie et de la pierre taillée. Et nous avons ces éléments-là au musée, jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge du bois. Mais auparavant, on sait que c'était d'abord la pierre, le fer, et puis aujourd'hui, nous sommes dans le bois. Donc, c'est depuis moins 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au XXe siècle. D'accord. Alors, quand on dit moins 3000 ans avant Jésus-Christ, où est-ce que ces éléments ont été trouvés? Mais ces éléments ont été trouvés sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, quand on remonte aux objets qui datent de moins 3000 ans avant Jésus-Christ, vous les avez au niveau du littoral, mais vous les avez aussi dans la partie nord du pays avec les hauts fourneaux et tout cela. Donc, les objets ont été collectés un peu partout au niveau de la Côte d'Ivoire par l'administration coloniale de l'époque. Et donc, vous avez tous ces objets qui nous viennent de toutes les régions. Les objets du musée sont représentatifs de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on parle du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Très bien. Et comment vous arrivez à savoir que c'est moins 3000 ans avant Jésus-Christ? Bon, d'abord, c'est un héritage que nous avons eu de l'administration coloniale. Et c'est ce que la documentation nous dit. Mais avec le carbone 14, pour les pays qui ont assez de moyens, on arrive à déterminer exactement l'âge de l'objet. C'est pour ça que le musée travaille avec les chercheurs. Au niveau du musée des civilisations, nous avons un partenariat avec l'Institut des sciences anthropologiques de développement, la partie archéologique de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Donc, nous avons des chercheurs qui viennent souvent au musée nous aider à documenter les collections du musée, donc à leur donner un âge. Mais c'est un travail qui demande vraiment qu'on mobilise assez de moyens pour documenter les 15 210 objets que nous avons. 15 210 objets. Et ça continue? La liste peut être rallongée? Oui, parce que toutes les régions ne sont pas encore, toutes les ethnies ne sont pas encore entrées au musée. Nous avons commencé ce processus depuis 2006 où nous sommes arrivés. Et notre objectif, c'est que toutes les ethnies se retrouvent au musée, que celui qui vient au musée, s'il est Yakuba ou s'il est Guéré ou s'il est du lac, qu'il se retrouve vraiment dans la présentation des objets qui se trouvent au musée. Alors, une ethnie qui n'est pas représentée,
aujourd'hui, au XXIe siècle, quels sont les éléments, enfin, comment vous représentez cette ethnie? Est-ce que vous allez attendre de découvrir donc des vestiges? Et ces vestiges vont être transportés pour dire que ça y est, on a peut-être une représentation du peuple Yakuba? Ou bien, comment ça se passe? Alors, l'acquisition, le mot d'acquisition, d'abord, il y a plusieurs mots d'acquisition. Avant les indépendances, l'ethnologue français qui dirigeait le musée à l'époque, Bohémie Lolas, il est allé en mission dans toutes les régions, il a collecté les objets. À l'époque, les gens donnaient les objets. Et puis, par la suite, il y a eu le legs. Il y a des gens qui ont donné ce qu'ils avaient, soit parce que la personne qui était propriétaire de l'objet n'est plus, et donc les ayants droit pour la succession ne savaient pas quoi en faire. Et puis après, nous sommes passés aussi au stade au mode d'achat. Il y a le mode d'achat, il y a aussi le mode de dépôt. On peut dire par exemple, bon, moi je n'ai pas tellement la connaissance, la compétence, je ne sais pas comment entretenir ces objets, donc je les dépose au musée. Mais dans le cas du musée, il n'y a pas tellement cet aspect de l'acquisition, c'est plutôt l'achat. Et donc au niveau de l'achat, nous allons donc vers les communautés. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont aujourd'hui des vestiges, ont des éléments matériels et immatériels. Donc, quand nous voyons, par exemple, que nous avons besoin, par exemple, que les dents entrent dans nos collections, nous faisons ce que nous appelons une prémission. Nous allons donc vers les populations concernées. Et donc, nous leur parlons de la nécessité de donner des objets au musée pour perpétuer la race, pour perpétuer le nom de la famille. Et donc, il y a des personnes qui nous donnent les objets facilement. Il y a d'autres qui exigent qu'on paye. Aujourd'hui, nous savons tous que le marché de l'art s'est étendu. Et donc, tout le monde sait aujourd'hui que les objets d'art ont une valeur numéraire avérée. Donc, quand nous allons vers eux, on nous dit, ah non, 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 ça, on ne peut pas vous céder. Vous allez payer, par exemple, un objet qui a 50 ans d'âge ou 100 ans d'âge. On va vous dire, bon, tel objet, la cuillère cérémonielle, par exemple, je peux vous la donner, mais en contrepartie, j'ai besoin d'argent. Mais le musée des civilisations n'a pas d'argent. Nous travaillons sur la base du budget de fonctionnement. Il faut que les gens comprennent que c'est une contribution de tout le monde. Ce n'est pas l'État seulement qui doit s'occuper de l'art. C'est un volet important. Voilà. Parce que, bon, c'est un volet parce important. que l'entretien de l'art, ça coûte cher et ça ne peut pas être dévolu seulement à l'État de Côte d'Ivoire. Très bien, je pense qu'on va en parler amplement tout à l'heure. Il est 7h, nous allons faire une courte pause et on se retrouve juste après. Sous le haut patronage de M. Daniel Kablor Djenkan, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, sous la coprésidence de Mme Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances, et de M. Abdourahmane Sissé, ministre auprès du Premier ministre délégué au budget, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire présente le gala annuel des experts comptables, le 9 décembre 2015 à 19h au Sofitel Hôtel Ivoire. Lors de cette soirée de prestige, une cérémonie de distinction dénommée les Cibles d'Or dévoilera les cabinets d'expertise comptable et l'expert comptable de l'année 2015. Infoline 20 00 20 60 20 00 12 39. Remerciements. La KIDP, Autorité administrative indépendante, organise sous la présidence de Madame le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bombalamine, un séminaire de formation à l'attention des journalistes professionnels de la presse nationale. Thème: appropriation par les journalistes professionnels de la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Le 10 décembre 2015 à l'hôtel Geston à partir de 8h. Partenaires: PNUD, Comité national MCC, Réseau global compact, CICG. Sous le haut parrainage de M. Abdourahmane Sissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, sous la présidence de M. Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, la Direction générale du budget et des finances organise des missions de formation sur les thèmes, l'élaboration du budget de l'État et l'exécution de la dépense publique à travers le système intégré de gestion des finances publiques SIGFIP à Sakassou et Biankouman du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2015. La Direction générale du budget et des finances invite les acteurs de la dépense publique des localités concernées à prendre une part active aux séances de formation. Alors, vous nous suivez dans le cadre
cadre de cette matinale, on vous remercie infiniment, d'autant plus que vous avez forcément le choix et vous avez choisi la RTI1. Vous faites bien. Madame Memel Epouskassi Sylvie, vous le savez, notre invitée de la matinale, avec laquelle nous parlons du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Nous allons faire une courte pause avec elle et parler petit-déj. Il s'appelle Monsieur Armel Glaou, il est cuisinier. Et il nous fait profiter de son savoir, de ses différentes inspirations. Et pour aujourd'hui, il nous parle de réussir ces buffets dînatoires, buffets proposés, donc les afros, les tapas, les verrines et les bagatelles. Monsieur Glaou, bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Période de fête, de fin d'année, on pense bien évidemment aux cocktails dînatoires, on pense aux événements de fête. Les événements de fête. C'est de circonstances. Effectivement. Et vous nous proposez une panoplie de déclinaisons qui pourraient nous inspirer. Oui, tout à fait. Et il est intéressant déjà de pouvoir réussir ces buffets à la maison. Et même si on doit faire appel à l'aide d'un professionnel, mais il y a déjà des petits détails qu'il faut maîtriser. Et déjà pour définir le buffet, c'est juste un meuble qui a son sein un espace soit réfrigéré ou tempéré pour pouvoir conserver des plats. Et c'est sur ce buffet-là, ce meuble-là qu'on dresse ces variétés de mets. Donc, pour ce qui concerne le buffet dînatoire, il faut comprendre effectivement que c'est juste un buffet qui est dressé précisément au niveau des heures du dîner, c'est-à-dire précisément dans la soirée. Donc là, il faut tenir compte de ces heures-là et proposer des repas qui ne sont pas assez lourds et qui ne vont pas fatiguer la digestion, l'appareil digestif. On va les décrire parce qu'il y en a beaucoup. Effectivement. Et ici, bon, là, si on veut partir un peu au niveau des afros, au niveau des afros, on peut utiliser des produits de la localité pour en faire des canapés et des petits plats. Vous avez par exemple ici des brochettes d'aloko qui sont là, qui sont faciles à consommer. Des brochettes d'aloko. D'aloko ici. Oui. Là, qui sont là. Et on a juste des crabes faciles. C'est juste un pic et puis des tranches d'aloko. Voilà, juste. Mais là, ça sort un peu de l'ordinaire parce que, bon, même si on n'a pas un plat d'aloko, mais on a quelques tranches d'aloko, ça peut facilement être digéré. Et on a juste là des coquilles de crabes qui sont farcies. Farcies d'escargots hachés, de poissons maquereaux émiettés, et puis des vermicelles chinois. Le tout est assaisonné avec une sauce tomate bien épicée. Et c'est quoi? C'est passé au four après? C'est passé au four, c'est gratiné. C'est gratiné? C'est gratiné le dessus, c'est gratiné. Et puis bon, on peut le dresser comme ça, juste l'accompagner avec du piment, précisément le piment de la loco, pour le consommer. Donc ce serait quoi? De la loco avec de l'escargot? De la loco, et il y a les crabes qui sont farcis. De ce hachis de poisson, escargot et puis des vermicelles de chinois. Oui, c'est possible, juste avec du piment à côté. Voilà, c'est plus simple et plus relax à consommer. Et si on vient toujours au niveau des afros, ici on a les baguettes que j'ai appelées les baguettes à Caen, puisque là vous avez l'igname qui est fait en boulettes et passé dans de la chapelure et puis piqué avec des boulettes de viande hachée. Donc là, ça donne quelque chose de simple à consommer et plus facile et plus intéressant à la vue, à la présentation. De l'igname et des boulettes de viande hachée. Et vous avez sur ce côté ici des petites brochettes de mérou. C'est piqué avec du poivron et puis de l'oignon, assaisonné avec du jus de citron. C'est au barbecue, c'est au feu de bois, c'est comment? Bon, les brochettes de mérou, c'est juste poêlé. D'accord. C'est poêlé et puis la cuisson est terminée au four. La cuisson est terminée au four. Donc voilà un peu. Maintenant, si nous revenons un peu au niveau des canapés, ces brochettes, ces tapas et autres. Tapas, ce sont lesquels? Bon, les tapas, généralement, c'est des petits plats. Ici, on peut considérer ça comme des tapas. Ça peut être considéré comme des tapas. Même ça. Les brochettes d'igname peuvent être considérées comme des tapas. En fait, c'est des petites préparations. Mais l'expression tapas vient de l'Espagne. Alors, vous pouvez soulever la brochette là-bas, là? Ici. Voilà. Ça. Alors, oui, ça, c'est quoi? Bon, ici, on a c'est de la charcuterie. La charcuterie. Là, c'est une tomate. Une tomate jaune. Et puis là, nous avons du raisin. C'est juste un panache de saveurs en bouche. Vous avez de la tomate qui a ce goût. Et c'est saupoudré avec quoi? Du paprika. Paprika, d'accord. Qui est une épice qui relève très bien. Oui. Et on voit sur le pain, il y a c'est du fromage? Du fromage cheddar.
du fromage cheddar, qui est vendu en surface dans des petits emballages comme ça. On comprend pour faire les hamburgers. Les hamburgers, voilà, effectivement. Très bien. Il faut juste toaster les pains. D'accord. Il faut juste toaster les pains, puis poser le fromage et puis... D'accord. À côté, je vois, c'est quoi, de la sardine? Oui, de la sardine. Nous avons des pains qu'on appelle généralement les pains spéciaux. Voilà, là, c'est du pain, le dessus est saupoudré de grains de pavot. Et là, on fait toaster les pains. Et on fait... toaster les pains, c'est dans l'appareil toaster? Oui, même si on n'a pas cet appareil, on peut utiliser le four, le four à la maison. Vous faites chauffer le four et vous posez les pains sur la plaque, vous introduisez. Jusqu'à quelques temps, vous allez avoir l'aspect un peu croustillant qu'on recherche. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de faire toaster le pain, on fait juste une petite sauce de mayonnaise et moutarde qu'on va napper sur le pain. Et on a notre hachis de légumes, poivron, oignon, tomate, qui est assaisonné, élevé. On le pose sur le pain et la sardine vient juste au-dessus. Mais la sardine, a priori, on se dit que ça va prendre à la bouche qui ne sent pas bon. Quand on va à un cocktail, j'avoue que je n'irai pas vers la sardine, parce qu'après, pour discuter avec les gens... Oui, effectivement, la sardine a comment on appelle ça, cette odeur qui est un peu prononcée, mais pendant le cocktail, on n'a pas que ça à déguster. On a ici des fruits. On a par exemple ces plateaux de fruits là qui sont là, on a les bagatelles, on a même des mousses. Donc je pense que de là jusqu'à arriver aux mousses de chocolat ou aux boissons, on aura évacué déjà de la sardine. D'accord. En attendant, on évite de trop parler, sinon là, c'est pas beau. D'accord. Et là-bas, alors je vois, c'est quoi? C'est des gambas? Ici, oui, c'est des gambas. Et là, dans les cuillères, nous avons juste de la semoule de maïs qu'on appelle généralement la polenta. La polenta, qui est de la semoule de maïs qu'on fait, cuire comme la crème pâtissière dans de l'eau bouillante ou bien du lait liquide chauffant. On fait bouillir, on aura cet aspect épais là, on fait refroidir et on peut détailler. Dessus, on a des paupières de poisson sol du moins. On a des paupières de poisson sol qui sont farcies d'une sauce tomate, qui sont posées par-dessus. On a juste un piment aussi qui accompagne les gambas. Et puis, les gambas sont grillées? Oui, les gambas, non, c'est assaisonné pour aller se passer sous des grilles. Des grilles, des toasters. Voilà. Donc, on en vient aux fruits. On en vient aux fruits. Effectivement, dans les buffets dînatoires, il faut toujours penser à poser des fruits. Parce qu'on a des convives, des invités qui voudraient vraiment s'intéresser aux fruits. Voilà. Il y a certains qui voudraient vraiment. Donc, il faut faire ces plateaux de fruits-là. pour donner... de l'orange, du citron, des kiwis même. Oui. Donc, il faut donner le choix aux personnes de vraiment déguster ces fruits-là, vu les compositions, les éléments nutritifs que ces fruits-là peuvent apporter. Et donc, c'est normal d'aller à un cocktail dînatoire et puis de manger que des fruits? Oui, c'est possible. C'est possible, c'est normal. C'est possible. Il y a certaines personnes qui ne vont pas vraiment s'intéresser au canapé, aux mises en bouche. Ils vont seulement vouloir des fruits. C'est peut-être des problèmes de santé aussi qu'il faut gérer. Oui, il y a certaines, et il y a certains pour des raisons de ligne. Voilà, ils ne voudraient pas vraiment, peut-être, ils ne maîtrisent pas les plats. Voilà, donc ils voudraient juste aller sur les fruits. D'accord, c'est vrai que quand on voit la mousse au chocolat et puis quand on voit la brochette de fruits, bon, c'est vrai que ce n'est pas la même chose en calories. Oui. La mousse au chocolat? La mousse au chocolat, c'est juste du chocolat noir qu'on fait fondre avec juste du beurre. Et on utilise du jaune d'œuf qu'on incorpore au chocolat. Du jaune d'œuf. Du beurre. Du chocolat. En fait, tout ça au bain-marie? Le chocolat est fondu au bain-marie avec le beurre. Et lorsqu'on a tempéré le chocolat, c'est-à-dire on a baissé un peu la température, on incorpore maintenant les jaunes d'œuf. On fouette énergiquement pour ne pas que les œufs cuisent. Et ensuite, on monte les blancs en neige. On va obtenir une meringue légère là qu'on va associer au mélange de chocolat délicatement. Et on ajoute juste une pincée de sel. Et on garnit nos verrines. On garnit nos verrines et puis on conserve. Là, on a nos verrines de fruits. Là aussi, on peut ne pas proposer ces fruits-là directement et les présenter de cette façon dans des verrines. Vous avez une sauce qui accompagne. Voilà, je vois du jus là. Du jus. Composé de quoi? Du jus. Bon, le jus, généralement, on peut utiliser des cocktails ou bien du jus nature de fruits. Soit vous prenez du jus d'orange et puis du jus d'ananas, vous faites un mélange du cocktail et puis vous associez. Ou soit un thé de menthe. Le thé de menthe, c'est juste faire bouillir des feuilles de menthe dans un sirop de sucre. Vous relevez le goût, vous faites refroidir et vous accompagnez les... Et cette pastèque avec ces différents pics? Oui, ça c'est ce qu'on appelle généralement les bagatelles. Les bagatelles, généralement, c'est juste des pics, des brochettes. On peut avoir des bagatelles salées, des bagatelles sucrées. Et tout ça, c'est piqué comme ça sur un fruit. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quoi? Je vois du... On a du saumon qui est autour des olives. Du saumon
qui est autour des olives et qui est piqué avec des dés de concombre et de la tomate fraîche, des dés de tomate fraîche. Ensuite, on a des œufs de caille qui sont piqués avec la carotte. On dirait pas, moi j'aurais dit des anchois, ça ressemble Pardonnez, à des anchois. des anchois du moins. Qu'est-ce que j'ai dit? Saumon. Non, pas du saumon. Ah, heureusement que j'ai de bons yeux. Autant pour moi. D'accord, ce sont des anchois. Merci. Mais Merci. la combinaison Des anchois. anchois et puis olive, c'est pas trop salé? Non, il y a une astuce. Okay. Quand vous prenez les anchois, il faut les faire dégorger. Dégorger, c'est juste une technique qui permet de retirer un élément qui n'est pas apprécié dans une pièce. Soit si c'est du sang ou bien du sel. Voilà. Donc vous faites dégorger, vous mettez juste dans de l'eau les anchois pendant un bon moment de temps, soit 1 ou 2 heures. Dans de l'eau. De l'eau, d'accord. Okay. Oui, voilà. Juste 1 heure, 2 heures. D'accord, Monsieur Glaou, là franchement on a tellement le choix que finalement j'espère qu'ils ne vont pas oublier, hein, parce que là franchement il y a vraiment le choix. Ce sera l'occasion de regarder cette émission à nouveau sur internet. Hein. Tout à l'heure l'adresse va s'afficher pour avoir le détail donc, de toutes ces recettes là. Et maintenant bien évidemment le ici jus, toujours au niveau des buffets de Nato, il faut prévoir de la boisson, des cocktails. Ici on a du vin rouge. Voilà, du vin rouge. Ah, c'est pas Nyamakou? Non, c'est pas du bissap, c'est du vin rouge. C'est pas du bissap. Voilà, du vin rouge. Du vin rouge, vous avez des cocktails. Et puis là, vous avez du jus de gingembre. Donc, il faut prévoir des jus nature, des cocktails, soit alcoolisés ou non alcoolisés, et puis soit du vin et du champagne. Et puis, bon, juste de la bière en fonction de vos invités. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces déclinaisons, toutes ces propositions. On vous remercie en vous demandant un téléphone. Ok, merci. Nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. 08 57 17 26 58 900 200. Très bien, je vous remercie beaucoup. Ok, merci madame. C'est nous qui vous remercions. Je vous en prie, madame Mémel, épouse Cassie Sylvie, notre invitée de la matinale. Elle est directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire et nous la recevons donc, elle nous parle du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, une histoire authentique. Est-ce que, juste avant de laisser partir M. Armel, est-ce qu'on peut manger comme ça dans un musée? Ça arrive parce que quand on pense à aller au musée, à un moment donné, il faut se restaurer. Est-ce qu'il y a la possibilité de manger au musée? Il y a des espaces pour la restauration, mais pas là où les objets sont conservés, parce qu'il faut veiller à l'environnement de l'objet pour augmenter sa durée de vie. D'accord. Donc, en face de la nourriture, les objets peuvent se dégrader? En face de la nourriture, ça dépend. Quel type de nourriture? D'accord. Si nous avons des biscuits que nous nous tenons à distance, que nous ne les touchons pas, il n'y a aucun problème. Mais ça ne fait pas aussi bien. Le musée, c'est quand même un endroit soft, vraiment de recueillement aussi. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Donc, il y a un espace à prêter pour ça. D'accord. Très bien. Alors, ce que j'allais vous poser comme question, juste avant que nous marquions une pause, vous nous expliquiez la diversité des œuvres que l'on peut trouver dans un musée. Vous nous expliquiez aussi que, en fonction des ethnies, il y a des œuvres qui peuvent rattraper et qui peuvent venir par la suite. Et vous nous expliquez également qu'il y a des familles qui peuvent détenir des œuvres en héritage et puis qui trouvaient opportun de les vendre. Et j'allais vous dire que, par définition, chacun est à la recherche d'argent. Et on est persuadé que dès l'instant où ça peut entrer dans le patrimoine, dès l'instant où ça peut être marchandé, pourquoi vous voulez que les gens s'en privent? Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, ce sont des objets qu'on peut ne pas retrouver demain. Et si nous ne les retrouvons pas demain, c'est sûr qu'il y a un pan de l'histoire de cette famille ou de cette région qui va disparaître. Il faut veiller à ce que ces objets aussi ne fassent pas l'objet de vol, de pillage, parce qu'aujourd'hui, le trafic illicite des biens culturels, c'est d'actualité et ça concerne tous les pays du monde. Parce que, tout simplement, l'objet d'art est devenu un objet commercial. Et donc, pour ces familles, c'est bien de les commercialiser, mais demain, ces familles ne vont pas exister. Or, aujourd'hui, je pense que le défi qui est lancé au monde, et quand on parle aujourd'hui de développement durable, c'est de laisser des témoins matériels qui vont parler justement de l'histoire de cette communauté ou de ce pays. Il y a aussi qu'aujourd'hui, avec le modernisme, les jeunes que nous avons ont tendance à tout brader. Et je ne crois pas que pour le premier propriétaire, qui est soit l'ancêtre, que son vœu soit que demain, cet objet qu'il a chéri, qu'il a reçu
de ses aïeux puisse aller ailleurs, dans d'autres mains. Donc, il y a aussi ça que nous ne devons pas oublier. Nous disons aux familles que c'est dans leur intérêt que ces objets viennent au musée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans le cas de la Côte d'Ivoire? Beaucoup d'objets se trouvent à l'étranger. Et aujourd'hui, ces objets qui se trouvent à l'étranger ont bâti la fortune de toutes ces personnes à l'étranger. Mais si vous dites qu'en Côte d'Ivoire, on ne paye pas forcément l'œuvre, il y a un côté pécunier qui fait que la personne est réaliste. Elle a ses problèmes au quotidien à gérer. Et puis on se dit qu'avoir un héritage de famille peut être rentable. Ça peut permettre de scolariser les enfants ou bien d'avoir une meilleure vie. Il faut d'abord connaître la valeur de cet objet. Parce que les personnes aujourd'hui qui sont détentrices de ces objets ne sont pas les premiers ayant droit, les premiers propriétaires. Si hier le père connaissait l'histoire de cet objet, ce n'est pas le cas aujourd'hui de l'enfant. Alors vous allez aller sur quel marché international pour vendre quelque chose que vous ne connaissez pas? Vous allez brader forcément. Ici, on vous demande de le donner cadeau. De donner cadeau? Oui. C'est ce que vous nous avez dit aussi. Oui, mais nous demandons, parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Non, on est d'accord, mais dès l'instant où là-bas, on peut avoir quelque chose, et puis si on demande de donner cadeau, on est réaliste. Il y a un choix qui s'effectue. Il y a un choix, mais je ne crois pas que ce soit comparable, franchement, par rapport à ce que nous perdons. Par rapport à ce que nous perdons. Nous allons aller vendre cet objet, mais demain, on ne saura pas. Nos enfants, quand on va parler, par exemple, du masque gay, ils ne sauront même pas ce que c'est. Il faut qu'ils ouvrent le livre peut-être pour voir ce que c'est. Or, nous savons que ces éléments matériels assuraient l'équilibre de la communauté en son temps. Donc, c'était l'âme de tout un peuple. Vous n'allez pas prendre cela comme ça pour aller sous prétexte que vous avez besoin de scolariser vos enfants. Je pense qu'il faut venir vers le ministère de la Culture, qui est l'organe qui est là justement pour réunir tous ces objets pour les générations futures, pour laisser une trace demain aux Ivoiriens. Donc, il faut venir vers le ministère de la Culture, il faut venir vers le Musée national pour que nous puissions voir dans quelles possibilités acquérir ces objets. Mais nous ne prenons pas aussi n'importe quel objet. Parce qu'il faut que ce soit un objet qui ait une valeur scientifique, une valeur historique, une valeur culturelle. Bon. Maintenant, en parlant d'objets, de valeurs scientifiques, de valeurs culturelles, il y a également un objet qui, ma foi, est très célèbre, qui a même été apprécié de ce célèbre Pablo Picasso. Est-ce que c'est l'œuvre que l'on a à l'antenne actuellement? Oui, nous avons le masque Grebo. Ce n'est pas l'objet qui est chez Picasso, mais c'était un objet de ce type-là, de cette catégorie, effectivement. C'est un masque creux. Donc, quand nous regardons l'objet, c'est un masque. Et nous voyons qu'il y a plusieurs yeux, parce que c'est un masque sacré. Et vous voyez aussi au niveau de la patine, au niveau des couleurs que nous avons. Donc, c'est un objet polychrome qui montre un peu que cet objet... Polychrome, c'est plusieurs couleurs? Plusieurs couleurs, oui. Donc, qui est un objet qui est sacré et qui était un objet sacré qui protégeait la communauté et toute la forêt. Donc, les yeux nous montrent bien que nous sommes dans une dimension mystique, parce que ce masque avait aussi pour fonction justement de veiller sur le village, de voir ce que les autres ne voient pas, qui vient dans l'invisible. Donc, c'est un masque protecteur. D'accord. Alors, quand on parle de musée des civilisations, à tort ou à raison, on l'associe également à des fétiches, à des masques mystiques. Donc, il y a certaines communautés religieuses qui peut-être éviteraient d'y aller trop en se disant qu'il y a beaucoup d'esprit là-bas. C'est fondé? Le musée des civilisations a des objets qui sont désacralisés. Les objets que nous avons sont désacralisés. Sinon, en tant que femme, je ne gérerais pas ce musée. Je n'aurais pas eu les enfants. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une évolution des mentalités. Il faut comprendre que, justement, c'est ça qui a milité vraiment en notre défaveur, parce que toutes ces histoires qu'on a fabriquées ont servi finalement à mettre des barrières psychologiques en nous qui font que nous ne pouvons pas franchir le seuil des musées, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, vous venez au contraire, vous découvrez comment les gens vivaient avant, comment ils entretenaient les rapports de cohésion, comment on se mariait, comment on organisait les funérailles, les naissances et tout ça. Comment on se mariait? Vous le matérialisez comment?
Bon, ça dépend des régions. Il y a plusieurs régions. Donc, il y a des éléments matériels, par exemple. Vous allez voir, par exemple, au niveau de l'habit, du costume. Vous allez voir au niveau des parures. Vous allez voir même au niveau des objets qui entrent dans l'esthétique, si c'est dans le domaine de la femme, par exemple. Les foulards, les pagnes qu'on portait. Donc, chaque région est distinctive un peu. Mais si vous venez pour la thématique, par exemple, du mariage, vous allez voir que chez les Sénoufos, on se marie de telle façon. Et il y a des éléments matériels qui le prouvent. Chez ceux de la Guinée, vous allez voir aussi qu'il y a aussi des éléments qui montrent comment est-ce qu'on se marie. Alors, Musée des civilisations, j'aimerais vous poser la question suivante. À partir de quel âge est-ce que le parent qui nous écoute doit sentir son enfant concerné? Le Musée des civilisations, si nous allons et si nous comprenons que c'est une autre école, il n'y a pas d'âge. Oui, mais j'imagine, hein, j'ai des enfants en bas âge, 6 ans, 7 ans. Je dis, bon, allez les enfants, on y va, on sort. Mais c'est l'âge de veille de la conscience, justement. Non, c'est pour vous dire. La caricature réelle, c'est qu'on sort. D'abord, il s'attend à des classes, et puis il s'attend à des manèges, il s'attend à des clowns, déjà pour commencer. Il s'attend aux zoos, peut-être, à des animaux réels qui se déplacent. Tout à fait. Mais venez lui dire qu'on va regarder des masques, on va regarder du tissu, et puis on va lui expliquer comment on vivait avant. C'est pour ça que je dis, à partir de quel âge? Je ne sais pas si à 5-6 ans, l'enfant va se sentir concerné. Mais justement, à 5-6 ans, au niveau du musée, nous avons quand même des activités récréatives. Très bien, vous écoute. Puisque nous recevons des classes. Aujourd'hui, le musée a élargi sa base du public. C'est plutôt les enfants qui constituent le plus grand nombre. Parce que si nous avons aujourd'hui 40 000 entrées par an, il y a au moins les écoles qui prennent la moitié. Donc, ils viennent et avec les enseignants, ils essaient de voir, puisque les objets que nous avons servent de support. Ah, donc on voit l'école, là, on voit les petits écoliers en train de... Voilà, donc là, c'est une classe qui vient au musée. L'école va au musée, le musée qui a aussi une autre école. Et donc, nous avons reçu une école. Et vous voyez au niveau de la tranche d'âge que nous avons des enfants, mais nous recevons aussi des étudiants, nous recevons plusieurs groupes en tout cas, dont les enfants. Oui, alors ça, c'est organisé par l'école. Donc, les enfants peuvent le voir comme une sortie, on est d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est les parents qui nous écoutent. Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, je m'en veux de ne pas faire partie de mes enfants au musée des civilisations. Mais j'aimerais savoir, vous avez parlé d'activités. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Ils y vont, comme je vous ai dit, ils vont s'attendre à des glaces, à des clowns, à peut-être le zoo. Je veux dire, allez leur montrer des masques et tout. Qu'est-ce qu'il y a comme attrait d'autres? Et il faut éviter de voir les choses d'une manière péjorative parce que pour le parent, je ne crois pas que donner une culture fondamentale à son enfant, c'est de lui donner des glaces, c'est de l'amener voir les clowns, même si ça entre dans la tradition de certains peuples. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'enfant qui vient au musée, qui n'a pas l'habitude d'aller au village, d'abord, nous ne parlons pas pour la plupart nos langues maternelles. L'enfant qui vient au musée, il vient et il se retrouve comme devant un livre d'histoire qui lui enseigne toutes ses valeurs. Donc, je ne crois pas que ce soit comparable. Et c'est pour cela que quand vous allez en Occident, vous voyez que l'enfant, même il est dans les bras des parents, on l'amène déjà là pour le familiariser avec le milieu. Et donc, quand ils grandissent, il y a cette envie naturelle pour eux d'aller et de découvrir. Et c'est pour cela que vous allez voir même des bénévoles dans les musées qui viennent offrir leurs services au musée pour étendre la connaissance, justement. Dans nos pays, nous avons compris cela et je crois que c'est un processus parce qu'avant le musée, le taux de fréquentation, c'était presque ridicule. Aujourd'hui, nous commençons à voir les choses comme nous le souhaitons, au point où les entreprises même nous demandent de les accompagner dans leurs différents programmes. Très bien. Donc le taux de fréquentation s'est amélioré? Oui. D'accord. Dans quelle proportion? Donc, je disais tout à l'heure, on est passé de 8 000 aujourd'hui à plus de 40 000. Et par an, oui. Et au niveau des stagiaires que nous recevons, parce que le musée reçoit des stagiaires de toutes les écoles. De toutes les écoles, nous avons des étudiants qui nous viennent de l'école de tourisme, ressources humaines, logistique, communication, tout ça. Ils viennent au musée. Et nous recevons entre 150 et 250 stagiaires par an. Au moment où je vous parle, il y a encore une trentaine qui viennent à peine de commencer il y a moins d'une semaine. Ils ont 2 mois. Après cela, ils vont passer le relais à un autre groupe qui attend.
Donc, nous avons même reçu des stagiaires qui sont venus aussi d'autres pays. Je crois que le musée des civilisations est en train vraiment de sortir de sa mue, selon le vœu vraiment du ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a vraiment fait un travail de lobbying au niveau international avec la récente exposition que nous avons eue. Et vraiment, aujourd'hui, le musée est sollicité. Nous avons reçu 6 grandes expositions qui sont venues de l'extérieur, où les gens sont venus avec leurs objets pour faire des expositions au musée, ce qui n'est pas donné aux pays africains. Et dans le cas du musée, nous avons reçu toutes ces expositions, et ce sont des objets même anciens, des objets archéologiques qu'on ne voudrait jamais laisser aller en Afrique avec nos climats rigoureux. Vous venez, un objet qui est resté dans un certain conditionnement climatique qui arrive en Afrique, si ce n'est pas bien entretenu, il y a un choc tout de suite au niveau physique. Mais ces musées nous ont fait confiance et sont venus, voilà. Et le musée aussi est sorti. Alors j'ai une dernière question à vous poser avant de vous permettre de conclure. Une sortie en famille, plus de 15 000 objets à découvrir, et puis on a bien évidemment, je suppose, un guide hein, pour nous expliquer tout cela. Il faut évaluer combien de temps? C'est-à-dire, c'est une sortie, on vient le matin à 10 h, on ressort de là à quelle heure? Tout à fait, les 15 000 objets ne sont pas dans la salle d'exposition permanente. Dans la salle, vous avez entre 300 et 500 objets qui sont exposés. Tout le reste se trouve en réserve, qui n'est pas accessible au public. Donc, selon la thématique, si nous voulons parler de la réconciliation, nous allons sortir des éléments matériels, des objets qui parlent du thème de la réconciliation. Si nous voulons parler, je prends comme ça, de la maternité ou quelque chose comme ça, nous allons aussi sélectionner les objets qui parlent de cette thématique-là. Donc, une famille qui vient au musée, minimum, dans la salle d'exposition avec cette scénographie qui présente 300 objets, vous avez entre 30 minutes et 2 heures de temps. Mais il y en a qui préfèrent carrément venir rester toute la journée. Donc, ils pique-niquent, ils font tout avec leurs enfants. D'accord. Le temps imparti, nous sommes au terme donc, de cet entretien. Mais rapidement, si vous pouvez répondre à cette question-là, est-ce que vous avez la possibilité de réquisitionner une œuvre? Réquisitionner avec l'aide de la police? Non, non, je veux dire, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des objets qui appartiennent d'office au patrimoine ivoirien, quand bien même ça appartiendra à une famille? Oh oui, il y a une direction du patrimoine culturel qui est chargée de voir les objets qui ont été déclarés, qui appartiennent d'office au patrimoine de la Côte d'Ivoire. Dans le cas du musée des civilisations, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un dépôt. Mais lorsque une famille juge nécessaire de nous faire appel pour voir une œuvre, nous regardons par rapport à la valeur et nous conseillons à cette famille de déposer l'œuvre au musée. Très bien, madame. Le téléphone, Alors, le téléphone du musée, vous avez le 20 22 20 56 et on vous donne aussi le 08 65 71 61. On peut les reprendre, s'il vous plaît, madame? Le 20 22 20 56 ou le 08 65 71 61. Le musée est ouvert du mardi au samedi pour tout ce qui est la partie technique de présentation des objets, mais l'administration c'est du lundi bien sûr au vendredi. Et donc le musée est ouvert de 9 h jusqu'à 17 h sans discontinuité. Et c'est où? Alors c'est au plateau, attenant à la Bibliothèque nationale en face du camp militaire Gallieni, près des tours administratives. Madame, je vous remercie. Merci. C'était donc Madame Memel, épouse Cassis Sylvie, directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Madame, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Il est temps pour nous d'une autre courte pause et nos invités de la direction commerciale et marketing vont s'installer.